Avant-hier à Gouzoudou, ils étaient allés pour faire la prière. On a dit qu'il y a corona ici. Déjà avant-hier, ils ont kidnappé 4 personnes, égorgé 2 et sont partis avec les 2 autres. Ils ont aussi agressé des jeunes qui rentraient et ont arraché leur moto. C'est quoi la collaboration en ce qui concerne le coronavirus? Il y a des mesures gouvernementales. Vous devez aussi aller dans votre secteur, vous débrouiller pour sensibiliser les populations en vue de prévenir cette maladie. La pandémie de Covid-19 a bouleversé le monde dans lequel nous vivons. Ses conséquences sont multiples et dévastatrices. Au-delà des effets du virus lui-même, les conséquences socio-économiques sont considérables. Les groupes vulnérables des régions du Nord et de l'extrême Nord Cameroun figurent parmi les populations les plus touchées. Si l'épidémie de Covid-19 menace les populations, elle désorganise aussi toute l'économie, y compris dans sa forme la plus élémentaire, qui est de s'alimenter. Le panier de la ménagère est devenu compliqué, parce que les denrées qu'on achetait auparavant moins chères, c'est déjà plus cher. Je peux prendre l'exemple du mil, qu'on achetait à 9 000, 10 000, maintenant on est déjà à 17 000. Par exemple, le riz, qui se vendait également à 9 000, on est à 12 000, à 13 000. La difficulté, c'est s'alimenter. La nourriture que tu trouvais facilement, tu ne trouves plus. Auparavant, tu pouvais obtenir 3 repas. Maintenant, c'est 2 et même 1 repas par jour. Tout ça, c'est des difficultés. Le marché ne passe pas comme avant. Difficile de se nourrir. Maintenant, on apporte la nourriture ici. Supposons que vous êtes 5 personnes à la maison. Le blanc a bien fait ses calculs. Quoi qu'il en soit, on remet 4 sacs à chacun. Mais ici, on remet un demi-sac à chacun. S'il s'agit d'une famille de 7 personnes, avec un demi-sac par mois, un demi pour l'huile, un demi-seau de soja, et souvent, il tarde à les apporter pour la ration d'1 mois. Tu n'as pas d'autres alternatives. Il faut essayer partout. Et tu sais que les enfants, dès leur retour de l'école, s'ils ne trouvent pas à manger, c'est un problème. Il y a des jours que je mange 3 fois. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il y a des fois qu'il nous est difficile de trouver à manger. Parce qu'auparavant, on récoltait 50 à 60 sacs. Aujourd'hui, on est buté à 15, 10 sacs, donc c'est insuffisant. Selon certains commerçants, les conséquences sont déjà très lourdes, en particulier pour les petits agriculteurs et éleveurs qui peinent à écouler leurs marchandises. Il arrive souvent que devant ta maison, tu fais tes beignets. On dit qu'il est interdit de le faire, interdit d'aller au marché. Les gens sont confinés à la maison, pas moyen de sortir pour chercher pitance. Les surcharges de 2 à 3 personnes sur une moto sont interdits. Ils transportent un seul client. Parfois, l'unique client reste confiné. Tout le marché est fermé. Vous restez à la maison. Ça touche tout le monde. Pour d'autres, si tu ne sors pas, tu n'auras pas à manger. Ici, nous souffrons. Nous venons au marché. Nous rentrons sans rien vendre. On a empêché à nos clients de venir. Nous venons et retournons avec nos marchandises. Et ceux que nous avons élevés, embouchés à domicile, personne ne vient les acheter. Cela nous bloque. J'ai mes sacs de oignons que je devais amener peut-être au Gabon ou bien à Douala. À cause de cette maladie, certains oignons étaient vraiment gâtés. Plus. Et au niveau de la pêche, tu sais que la pêche ne se fait pas seule, se fait toujours en groupe. Et aujourd'hui, on dit non, il faut 4 personnes, 3 personnes et il faut une distance. C'est quelque chose qu'auparavant, ça ne se pratiquait pas. On était là à côté, 5-6 personnes ensemble pour enlever même le poisson du filet.
Aujourd'hui, on dit non, il faut une distance. Donc, au lieu de partir à la pêche à 5-4 personnes, vous vous retrouvez à 2 dans la pirogue pour éviter tout le risque d'attraper cette maladie. Nous avons l'augmentation. Ce n'est pas seulement l'augmentation, c'est plutôt même la baisse. Puisque, entre-temps, les gens de l'extérieur venaient se ravitailler des activités, des petites choses au marché. Mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Puisque le marché, c'est d'abord l'extérieur. Les gens de l'extérieur viennent se ravitailler, ils partent avec. Mais si déjà, les gens ne viennent plus, c'est un impact déjà. Pour le mil, dès au moment des récoltes, là, le sac du mil là, coûtait 6 000, 7 000. Mais aujourd'hui, dans la récolte même, les gens achètent dans le champ à 13 500. C'est déjà un os. Et au niveau de nos produits, on n'arrive pas à les évacuer. Parce que déjà, comme nos milles, nos riz qui partaient, qu'on allait vendre au Nigeria, aujourd'hui, les gens sont restés sur place. Et au niveau même au niveau du ménage même, il y a eu des problèmes. Les frontières, je peux dire, sont fermées. Les preneurs ne viennent pas payer comme il le faut. On pêche le poisson, ça ne vend pas bien. Le riz, les gens ne viennent pas payer. Et les prix du céréales sont montés. Un sac à 20 000, de telle sorte qu'on est bloqué. Entre 17h et 18h, on ne veut voir personne en route. Si on te surprend, on verse tes affaires. On fait comment? Ça brise le cœur et ça énerve. Tu es pauvre. Certaines nourritures ne peuvent s'obtenir que de nuit. Au village, les jeunes ne font que du désordre. Rien ne marche. Les jeunes sont en perpétuel conflit avec leur famille. Ah, Jonender Sarema, c'est-à-dire Madon. Kosalino, Bedon Chipa, Chodana de Boma Tourmiol, Julde Badake, Poltina Bikoy, Ikakam Wadaki. À ceci s'ajoutent différents facteurs tels que les difficultés familiales, le manque de dialogue, l'absence de routine quotidienne, le manque d'orientation, la peur de l'avenir et le manque de perspectives qui ont un impact particulièrement négatif sur les adolescents et les femmes au foyer, ce qui entraînerait non seulement des plaintes au niveau des services sociaux, mais les mesures barrières et surtout la distanciation sociale auraient également fragilisé la promesse du vivre ensemble. Des femmes qui viennent se plaindre que leur mari ne s'occupe pas d'elles, des problèmes des enfants, ainsi de suite. Même si on convoque les maris, ils disent qu'il n'y a rien. Avant, ils avaient des petits métiers, vendeurs, ceux qui vont à Moubi, mototaxi. Maintenant, avec le corona, la frontière est fermée, le commerce ne marche pas, toutes les activités sont à l'arrêt. Tu vois, s'il n'y a pas de travail, le chef de famille ne rapporte rien à la maison. C'est déjà un problème. En cas de mésentente, ils viennent nous voir ici. Le mari refuse. Souvent, la femme ne comprend pas. Et surtout, certains hommes ne prennent pas suffisamment le temps d'expliquer ce qui leur arrive, à l'instar de la fermeture des frontières. Impossible de voyager. Alors, comment rentrer pour bien s'occuper de la famille et des enfants? Je dirais que sur le plan social, c'est vraiment l'impact est visible. Avant, les gens vivaient ensemble. Les gens cohabitaient ensemble. On pouvait rester avec son ami. Tu pouvais parler d'autres choses. Tout le monde est frustré. Presque tout est interdit. Tout le monde est devenu l'ennemi de l'autre. Et sur le plan culturel également, avant, les gens vivaient ensemble, surtout les jeunes. Il y avait les championnats de vacances, il y avait les activités culturelles que les jeunes menaient. Mais de nos jours, tout est interdit parce que les gens, le nombre est très limité.
Il n'y a plus de distraction de nos jours. Donc tout le monde est cagé à la maison. On nous insulte. Lorsque tu vas puiser de l'eau, on dit que oh, c'est vous qui avez amené la guerre de Boko Haram. Et maintenant, c'est vous qui avez apporté coronavirus. C'est vous les réfugiés qui avez apporté cette maladie. On insulte, on frappe l'enfant qui est allé puiser de l'eau. Même entre adultes, on nous traite de réfugiés, de déplacés. Vous avez apporté la maladie dans notre village. On nous dit aussi qu'avant votre fuite vers notre village, Corona n'existait pas. On a peur de s'asseoir à côté de celui qui vient de loin. On a l'impression qu'il porte le virus Corona. Les natifs du village les insultent réfugiés. On va vous ramener dans votre village, alors qu'il est aussi un citoyen camerounais, originaire de Gansé, de Kivu, entre autres. Comment un Camerounais peut-il se moquer d'un autre concitoyen? C'est la source du conflit entre eux. Auparavant, on se retrouvait ensemble, on causait, on riait et on regagnait nos maisons. Mais avec l'arrivée du coronavirus, pas de rassemblement. Les visites chez le voisin ne sont plus permises. On y allait matin, midi et soir. Mais depuis la venue du corona, il se trouve que certains ferment les portes de leur maison. Même si les portes ne sont pas fermées, on dit à la radio qu'il faut éviter de rester groupés. Aujourd'hui, on se plaint pour la nourriture, les loyers à payer. Il n'est pas étonnant d'entendre le bailleur réclamer son dû. Devant une telle situation, il faudra que l'État leur vienne en aide en attendant qu'ils retournent à la maison. Ils ont trop de problèmes. Le loyer, amener les enfants à l'école. Les enfants qui sont vendeurs ambulants sont tous issus de familles déplacées. Elles ne peuvent pas les envoyer à l'école, payer leur scolarité. Ils sont des parias. Les appeler déplacés, c'est les insulter. Ils en font problème et c'est comme une plaie. C'est comme un injure quand tu as déplacé, c'est comme un injure pour eux. On nous dit qu'il y a une maladie quelque part dans un quartier. Nous sommes sains ou bien nous sommes malades aussi. Il ne faut pas qu'on essaye de se déplacer, aller de l'autre côté. Juste parce qu'on veut vraiment se protéger contre cette maladie. Et par rapport à la distanciation, c'est toujours pour ne pas vraiment se contaminer. Donc vraiment, c'est notre santé. L'islam aussi le demande aussi. Tout ce que vos savants vous disent, tout ce que vos chefs vous disent, il faudra le suivre. Puisque le Seigneur aussi a dit que vraiment, suivez-moi, mon prophète et vos chefs, vos savants, vos imams. Donc, si ils ne suivent pas, c'est juste la récalcitrance. Sinon, l'islam n'a pas vraiment demandé absolument qu'on doit suivre ce que l'islam demande en temps de maladie. Non. Chez nous, depuis la venue du corona, même faire la fête est impossible parce que c'est chaud. On avait même limité à 50 le nombre de personnes en cas de rassemblement. Est-ce que seules 50 personnes viennent au marché? C'est inacceptable. C'est pour cela que nous souhaitons que si ça doit finir, que ça finisse sans masque,
tu n'entreras ni au marché, ni dans la mosquée, ni dans l'église. Trop d'interdits. Si l'on oublie son masque en allant à la mosquée, on retourne. Les mesures barrières qui ont consisté non seulement à limiter les fréquentations, à limiter surtout les activités économiques. Or, on sait que c'est autour de tout cela que la vie se construit. La société fonctionne autour de les espaces économiques, les espaces de rencontres et autres, où on peut aller au marché vendre ceci, vendre cela, on peut aller. Or, tout ça, du coup, sorti de Boko Haram, on est entré dans ce, ce package de contraintes. Or, on sait que l'extrémisme violent a ses facteurs. Et quand on est dans une situation où les gens ont assez de contraintes, quand les gens sont embrigadés quelque part et tout, il y a donc du coup une forme, de révolte qui peut donc voir le jour. Donc c'est le lien à établir entre l'extrémisme violent et le Covid, c'est justement les mesures barrières qui ont, qui ont fait leur apparition du jour au lendemain, sans qu'on ne connaisse exactement de quoi il est question. De bouche à oreille, en passant par Facebook à WhatsApp, de nombreuses rumeurs et fausses informations sur le coronavirus circulent. Une infodémie qui, dans le septentrion aussi, complique la tâche des professionnels de la santé. Les fake news sont le nœud du problème. Ce n'est pas le fait de tenir un téléphone. C'est cerner la différence entre la vérité et le mensonge. Un mensonge déjà publié, c'est comme une flèche. Quand c'est parti, pas moyen de le rattraper. C'est tout le village qui y croit, alors que c'est un mensonge. Le temps de rétablir la vérité, c'est déjà tard. Donc, pour certains mensonges, Dieu nous en garde. Dieu a dit qu'il n'y a pas un fils d'Adam menteur à partir du moment où quiconque fait sortir une idée, une instruction positive. S'il l'utilise et que les autres s'en servent, il sera récompensé. Il en est de même lorsqu'il émet une idée, une instruction négative. Chaque fois qu'il l'utilise, la partage et que les autres s'en serviront et la partageront à leur tour, l'auteur en sera puni à chaque fois que les autres en feront usage. Ceux qui vont à leur tour partager seront punis. C'est sur ces dérives que nous interpellons les fidèles. Il ne faut pas se laisser entraîner par le désir de se faire voir, de se faire entendre, ou un gain quelconque qui nous pousse à tomber dans le mal. Car ces dérives peuvent faire profiter aux ennemis de la paix pour s'aimer la division, nous déstabiliser et nous faire du mal. Combiner ces facteurs pourrait entraîner dépression, frustration et agressivité, autant d'états émotionnels qui pourraient avoir des répercussions concrètes s'ils n'étaient pas résolus. Dans le même temps, il est probable que certains, voire un grand nombre de ces membres des groupes vulnérables, à savoir les jeunes, les femmes, les déplacés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, deviendront de plus en plus vulnérables aux efforts de radicalisation des groupes terroristes et extrémistes violents. Je ne crois pas qu'il y ait en ce monde un travail sans entente qui puisse progresser. Et surtout, pour ce qui concerne le coronavirus, sans entente, sans cohésion sociale, et si nous ne tenons pas le vivre ensemble, c'est ce que recherche le terroriste. Il y en a qui pensent que c'est une invention pour provoquer la religion. Cela a dû créer des révoltes. Des gens ont séjourné en prison pour ça. Et pourquoi?
Comme il a été décidé d'interdire des regroupements de plus de 50 personnes, la conséquence est la fermeture des mosquées de vendredi, des églises. Et comme vendredi vient avant dimanche, certains croyaient qu'on voulait provoquer les musulmans. La fermeture de ces mosquées et l'imposition de prier à la maison ont occasionné des refus. Ils sont allés chez le Lamido. Le Lamido n'étant pas sorti pour aller à la prière, ils ont lancé des pierres sur le portail du Lamida, ce qui a engendré l'arrestation de certains d'entre eux. Tout près de nous, à Mayoulo, la situation a dégénéré avec des coups de feu entre le commandant de brigade et un fidèle. Ici à Mora, nous n'avons pas pu faire la fête. D'autres ont préféré aller prier à Amchidé, même au prix de leur vie. Comme on les empêche de prier, mieux aller fêter chez nous. Beaucoup sont partis. Puisque on voit des gens qui viennent dans la nuit, par exemple, chercher des gens à la maison pour prendre leur argent. Je crois que ça fait aussi partie de ça, parce qu'autrefois, on ne voyait pas ça. Le litre d'essence coûte 500 francs par ici, le même litre coûte 2500 francs là-bas. Vous voyez que c'est obligé de l'apporter là-bas. Le sac de riz coûte 25 000 francs ici, là-bas c'est 50 000 francs. Vous voyez donc que ça peut attirer des gens. Lorsque par exemple les ONG font des dons, recrutent des gens, donnent des fonds de commerce ou de quoi faire de l'élevage, les gens de la commune choisissent leurs enfants. Les pauvres de la localité n'en reçoivent pas, sauf les connaissances, les proches. Mais si quelqu'un n'arrive pas à avoir 5 000 francs par jour et que tu lui donnes 10 000 francs, il n'ira plus en brousse. C'est donc tout ça qui a créé des problèmes. Le point de vue de plusieurs leaders de la société civile, du secteur économique et du gouvernement qui nous ont confié leur perception de l'évolution de la situation et nous ont apporté leurs témoignages et leurs expériences des derniers mois sur ce qui a changé, sur la façon dont ils ont dû s'adapter et sur ce qui doit être fait à présent. On a inversé la communication. Il fallait procéder par une pédagogie pour mieux expliquer aux gens. La répression devrait être appliquée à la fin du processus. Certains, par peur du gendarme, mettent leur cache-nez, pas pour se protéger. Ils le mettent aussi pour entrer dans les bureaux ou voyager. Ce mode de communication n'est pas bon. Si 2 ou 3 personnes viennent donner 2 ou 3 millions à un dignitaire religieux pour qu'il continue à dispenser des cours coraniques, va-t-il refuser? Il ne va pas refuser. C'est la précarité. Si on ne s'associe pas avec l'État qui nous responsabilise et nous suit, les terroristes vont entrer. Il y a quelque chose qui nous énerve parce que même les cache-nez que vous voyez là, on ne les trouve pas. Certains n'ont pas les cache-nez. Quand tu demandes à quelqu'un de porter les cache-nez, il dit non, il faut nous amener. Nous, on n'a pas d'argent pour acheter les cache-nez. Apportez-nous, sinon là, on n'a pas d'argent. Et quand déjà... S'il y a déjà ce problème, des cache-nez qui se posent, sans doute la maladie ne sera pas évitée. Si vraiment on empêche les gens parce que la maladie va vraiment augmenter ou bien va contaminer des gens, c'est mieux de les empêcher de ne pas aller à la mosquée. Si ils peuvent aller à la mosquée, il faudra accepter aussi la distanciation. Absolument. Et cela aussi n'a pas de problème dans l'islam. Dire que l'autre se tient à 1 mètre ou bien à 1,5 mètre, parce que pour vraiment lutter contre la maladie ou bien pour empêcher la maladie de contaminer, c'est vraiment la bonne manière. Un proverbe Peul dit ceci: quand la boule se fend, les fourmis vont y entrer.
Laisser une fente est une grave erreur. Et pourquoi? L'ennemi diffuse toujours de mauvaises intentions parmi les gens. Et comment fait-il pour les diffuser? C'est en cherchant une faille pour y entrer. Et cette faille, c'est là où il y trouve un conflit entre les gens. Et c'est par là que la gangrène commence.